Plus grand n'est pas toujours mieux, et lorsqu'il s'agit de missiles hypersoniques, aucun design n'illustre cela mieux que le missile Mako. Développé par Lockheed Martin et nommé d'après le requin le plus rapide, ce nouveau design est proposé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Il n'est pas aussi impressionnant physiquement que la plupart des missiles hypersoniques, mais ce qui pourrait lui manquer en puissance de destruction pure, il compense cela par son faible coût et son potentiel de production à grande échelle, pouvant lui garantir une place parmi les technologies d'armes hypersoniques en évolution. Passons donc au sujet principal, d'accord ? La conception et l'exploitation ont commencé à être développées en 2017. Les ingénieurs de Lockheed Martin ont imaginé le Mako comme une arme d'attaque de substitution pour l'US Air Force. Conçu comme un missile air-sol destiné à attaquer des cibles de grande valeur et des défenses aériennes, le Mako a été performant. Mais il a finalement été surpassé en 2023 par le modèle de Northrop Grumman, qui a depuis commencé sa production et devrait entrer en service cette année, en 2026. Cependant, tout espoir n'est pas perdu pour Lockheed Martin et, malgré la perte de ce gros contrat, leur modèle Mako a tout de même répondu à un besoin très spécifique dans la stratégie d'armement à long terme des États-Unis. Le modèle Mako répond à toutes les exigences des autres missiles de croisière hypersoniques, mais il est plus abordable, ce qui en fait une option très intéressante en cas de guerre d'usure. Le Mako pèse 590 kg soit 1300 livres avec une ogive de 59 kg ou 130 livres et il mesure 4 mètres soit 13 pieds d'orée de long pour un diamètre de 33 cm ou 13 pouces. Comme les caractéristiques du Mako tournent autour du chiffre 13, les développeurs de Lockheed Martin l'ont surnommé « missile des 13 ». À titre de comparaison, le missile russe 3M22 Zircon, qui est un missile de croisière hypersonique entré en service en 2023, fait plus du double de la taille, avec 9 mètres soit 30 pieds. Le Hwasong 8 nord-coréen, qui est techniquement un planeur hypersonique, fait 2 fois la taille du Zircon. En raison de sa taille, la puissance du Mako ne peut être comparée à celle du Zircon ou du Hwasong 8, car une ogive aussi grande ne pourrait être installée sur un missile aussi petit. Mais ce qui lui manque en puissance de destruction pure, il le compense par sa méthode de déploiement, sa logistique et son faible coût. L'une des plus grandes mesures d'économie concerne le moteur fusée, qui fonctionne avec du carburant solide. Le statoréacteur à combustion supersonique utilisé avec le Zircon et le moteur à propulsion liquide utilisé avec le Hwasong 8 ont considérablement augmenté le coût en raison de la complexité de leur conception. Le moteur utilisé dans la conception du Mako est d'une simplicité extrême, un moteur fusée rudimentaire qui brûle une grande quantité de carburant solide et éjecte les gaz vers l'arrière, propulsant ainsi le missile vers l'avant. Sa conception presque parfaite a été largement étudiée. Il est peu coûteux à produire, entretenir, remplacer et réparer. Les statoréacteurs à combustion supersonique, en revanche, bien qu'ils offrent un bien meilleur rendement énergétique, restent coûteux à produire simplement parce que la technologie n'est pas aussi mature et qu'ils sont très complexes à fabriquer, ce qui s'explique essentiellement par leur mode de fonctionnement. Les statoréacteurs à combustion supersonique sont des moteurs aérobies qui aspirent, compressant et utilisent l'air atmosphérique comme comburant dans la combustion du moteur. Cela suralimente le carburant, ce qui permet une utilisation plus efficace du carburant, permettant à un missile de parcourir de plus grandes distances et d'atteindre des vitesses plus élevées. Un statoréacteur à combustion supersonique nécessite une entrée convergente pour comprimer l'air, une chambre de combustion pour brûler le carburant avec l'oxygène et une tuyère divergente pour accélérer l'air et générer de la poussée. Un moteur fusée comprend un ou plusieurs réservoirs de carburant, un comburant et une pompe qui les envoie dans la chambre de combustion où ils se mélangent et brûlent. Enfin, la tuyère d'éjection accélère les gaz pour générer la poussée. En somme, les moteurs fusées sont bien plus simples, faciles et économiques à construire, et surtout plus aisés à produire en grande série. Lockheed Martin peut fabriquer plusieurs Mako pour le prix d'un Zircon, mais le Mako présente tout de même 2 inconvénients majeurs. Bien que ce moteur lui permette de dépasser Mach 5 soit 5 fois la vitesse du son, il ne pourra pas aller aussi vite ni aussi loin que la plupart de ses homologues. En reprenant l'exemple du Zircon, le missile hypersonique russe peut dépasser une portée opérationnelle de 1000 km, soit 620 miles, à une vitesse maximale de Mach 9. La portée du Mako reste confidentielle, mais il est peu probable qu'elle égale celle du Zircon. La portée ne sera finalement pas un problème majeur, grâce à la méthode de lancement du Mako. Le Mako a été spécialement conçu pour s'adapter aux soutes internes du F-22 et des 3 variantes du F-35 Lightning II. C'est la première arme hypersonique compatible avec les chasseurs de 5e génération, une réalisation impressionnante. De plus, Lockheed Martin a mené des essais avec plusieurs autres avions, dont le F-15, le F-16, le FA-18, Super Hornet, le UA-18G Growler et le P-8A.
Poséidon qui est une option particulièrement intéressante puisque le Poséidon sert d'avion de surveillance maritime et il est probable qu'il soit le premier à intervenir en cas d'intrusion ennemie. En plus de pouvoir être lancé depuis différents avions, le Mako pourrait, en théorie, être lancé depuis un sous-marin équipé d'un système de lancement vertical, bien que l'intégration du Mako à bord des sous-marins reste à confirmer ou à infirmer. Si certains missiles hypersoniques sont lancés depuis des avions, la plupart le sont depuis le sol, des navires ou des sous-marins. Le Zircon souvent mentionné est un missile lancé depuis des sous-marins ou navires de surface, impossible à tirer depuis un avion en raison de sa taille et de son poids. Nous en saurons plus lorsque l'armée américaine dévoilera les résultats des tests. Les experts pensent que s'entend que le Mako sera lancé depuis des F-22 ou d'autres avions furtifs avancés, car ils pourront largement accroître la portée effective du nouveau missile hypersonique, tout en atténuant ses problèmes de portée. Il faut également souligner que ces avions ne transporteront pas qu'un seul missile Mako à bord. Lockheed Martin insiste sur le fait que les variantes F-35A et C pourraient en transporter jusqu'à 6 entre leurs soutes internes et leurs points d'emport externes. Le design apparemment ingénieux a attiré l'attention internationale car Lockheed Martin reste ouvert à l'exportation du Mako vers d'autres pays et a même proposé d'ouvrir la première usine de production de Mako au Royaume-Uni pour équiper les Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force avec des missiles Mako. Le développement du Mako a débuté pour décrocher le contrat du Stand-in Attack Weapon, finalement remporté par Northrop Grumman. Le missile hypersonique devait détruire les points clés des réseaux de déni d'accès, aussi appelés réseaux anti-accès. Dans ce rôle, le Mako devait détruire des plateformes de lancement de missiles, des plateformes de missiles de croisière, des brouilleurs GPS et des systèmes anti-satellites. C'est sans aucun doute un missile hypersonique polyvalent, et il sera très probablement utilisé dans ce rôle lorsqu'il sera mis en service, avec la possibilité supplémentaire d'un rôle anti-navire. Rob Osterhout de Lockheed Martin a déclaré que le Mako serait, je cite, certainement utilisé pour neutraliser les navires de combat ennemis, mais il n'en a pas dit plus. Le dernier point constitue la principale différence entre le Mako actuel et le design initial du programme SIAW, qui n'était pas prévu pour des cibles maritimes. Pour introduire cette option, le système de guidage du Mako a dû être modifié ou plutôt amélioré, mais les détails restent top secrets. Malgré la polyvalence du missile, la portée du Mako laisse à désirer puisqu'il ne peut pas être utilisé comme une arme de frappe à distance, et cela revient encore une fois à la conception originale du missile dans le cadre du programme SIAW. Les armes de frappe à distance peuvent être lancées d'une distance telle que le personnel attaquant, qui serait probablement des pilotes dans le cas du Mako, a suffisamment de temps pour sortir de la zone d'effet. La portée du Mako va limiter la liberté du pilote et l'obliger à entrer dans l'espace aérien restreint pour lancer le missile, l'exposant ainsi au risque d'engagement. Pour conclure, quels sont les deux avions les plus susceptibles d'emporter le Mako, sachant qu'ils sont les champions des technologies furtives modernes et qu'ils ont la meilleure capacité à lancer les missiles Mako sans être détectés? En commentant spécifiquement ce sujet, Osterhout a déclaré que la portée du Mako n'est pas comparable à celle du missile offensif anti-navire hypersonique aéroporté annulé, également connu sous le nom de Halo, qui est un missile conçu pour un objectif similaire. À cet égard, le Mako ne peut même pas être comparé à l'Air Launch Rapid Response Weapon, ou ARRW, qui est un autre missile hypersonique en développement depuis presque aussi longtemps que le Mako, mais visant des vitesses plus élevées et une portée bien supérieure. Comment fonctionnent les missiles hypersoniques et pourquoi le Mako est spécial? Les missiles hypersoniques sont une menace constante car difficile à éviter après avoir verrouillé leur cible. En pratique, il faut imaginer que vous commandez une unité mobile de lancement de missiles lorsqu'un ennemi, à votre insu, lance un missile hypersonique sur vous depuis une distance de 1000 miles. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, cela peut signifier que l'attaque provient de plusieurs pays plus loin. Malgré le vaste espace ouvert entre vous et le missile qui approche, celui-ci traverse l'air si rapidement qu'il vous atteindra en moins de 15 minutes. Et comme il vole à basse altitude, il évite bien mieux la détection que les missiles air-sol traditionnels. Même si les performances des missiles balistiques intercontinentaux restent souvent secrètes, on estime qu'ils peuvent toucher une cible à 10 000 km en une demi-heure environ. Ce type de vitesse est incroyablement difficile à mettre en perspective, mais considérez ceci. Si un missile balistique intercontinental était lancé au début d'une vidéo, il pourrait, à une vitesse folle de 5 km par seconde, voler de Moscou à Austin, Texas, avant la fin de la vidéo. L'idée qu'une ogive arrive si vite qu'on ne puisse évacuer est effrayante. Mais les missiles balistiques intercontinentaux ont un défaut. Leurs trajectoires sont faciles à prédire et leurs signatures sont assez visibles, ce qui laisse très peu de place à la discrétion. Comme le mot même balistique le suggère, leur trajectoire forme une courbe qui monte haut, atteint un sommet, puis redescend vers la cible, et cela est très facile à repérer pour le système infrarouge basé dans l'espace.
Le Spear, c'est un puissant système satellitaire surveillant les États-Unis contre cette menace, son détecteur étant si sensible qu'il repère même des missiles plus petits comme les missiles solaires et les roquettes. Les États-Unis ont également développé des missiles intercepteurs qui devraient être capables de détruire un ICBM en approche en plein vol. Nous ne savons pas vraiment s'ils peuvent faire cela, car ils n'ont jamais été testés hors de ces essais organisés. Heureusement, sinon ce serait une autre guerre mondiale. Voilà comment fonctionnent les ICBM. Et lancer des missiles hypersoniques contre une telle défense revient à jeter une clé à molette dans un ventilateur sans protection. Les missiles hypersoniques sont d'abord plus difficiles à détecter à cause d'une signature différente des missiles ICBM. Ce point ne concerne pas le Mako parce qu'il a un moteur fusée, mais s'applique à la plupart des autres missiles hypersoniques en développement. Grâce à leurs statoréacteurs ou superstatoréacteurs utilisant l'air pour suralimenter le carburant, leur signature diffère de celle d'un moteur fusée. Le réseau de détection doit donc être recalibré avec d'autres paramètres pour les détecter. Un élément qui s'applique au Mako et qu'on ne peut pas oublier, c'est la gaine de plasma qui se forme autour d'un missile lorsqu'il se déplace à de telles vitesses, et cela peut avoir un impact significatif sur la section efficace radar de l'arme, rendant à nouveau sa détection difficile. Cela a été un gros problème pour l'exploration spatiale dans la seconde moitié du XXe siècle. Le plasma perturbait l'énergie des fréquences radio, compliquant la récupération des véhicules après leur rentrée atmosphérique. Deuxièmement, voler à une vitesse aussi élevée, dépassant Mach 5, rend également plus difficile la localisation du missile. On parle ici d'environ 1 mile par seconde. Même les réseaux radars terrestres les plus avancés ne sont pas capables de détecter quelque chose se déplaçant aussi vite. Et même si cela pouvait être détecté, comment abattre quelque chose qui se déplace à cette vitesse ? Certains missiles suivront des trajectoires imprévisibles, changeant de direction en vol pour rendre plus difficile la prédiction de leur trajectoire de vol. La manœuvrabilité à grande vitesse distingue les missiles hypersoniques, car beaucoup de missiles balistiques classiques atteignent aussi ces vitesses sans être aussi agiles que le Mako. On évoque l'intégration de corrections de trajectoires autonomes et de redéfinition de cibles sur les missiles hypersoniques, mais cela reste théorique tant que non observé, et aucune information n'existe sur une utilisation avec le Mako. Les missiles hypersoniques n'ont pas la même trajectoire que les missiles balistiques classiques. Ils volent plutôt beaucoup plus près du sol ou de la mer selon leur trajectoire et restent hors de portée des radars jusqu'au tout dernier moment possible. L'altitude exacte de vol des missiles hypersoniques se situe entre 20 et 60 km, soit entre 65 000 et 200 000 pieds. Trop haut pour la plupart des avions et missiles de croisière, mais trop bas pour la plupart des missiles antibalistiques. Il serait donc difficile d'intercepter un missile hypersonique, même détecté par un système d'alerte précoce. C'est la réalité des missiles hypersoniques, et la raison pour laquelle les décideurs américains s'y sont intéressés il y a des décennies, malgré les avancées balistiques de l'Iran et de la Corée du Nord, est que leurs principaux concurrents ont commencé à améliorer leur défense. La Chine et la Russie ont commencé à améliorer leur réseau de détection de missiles et d'intrusions, la qualité de leurs missiles solaires et RR, ainsi que leurs plateformes de lancement et avions. Ainsi, les dirigeants américains ont jugé utile de disposer d'une arme ignorant les règles de détection et de destruction des missiles classiques, capables de percer les défenses couramment traditionnelles. En ce qui concerne les performances face aux défenses, bien que les missiles hypersoniques soient plus difficiles à intercepter et à abattre, ils sont loin d'être invincibles. Comme expliqué précédemment, les deux principales raisons pour lesquelles les armes hypersoniques sont si difficiles à intercepter résident dans leur vitesse extrêmement élevée et leur maniabilité à de telles vitesses. Si les défenses antiaériennes prédisent de précisément la trajectoire d'un missile, la bombe volante peut être détruite. Certains pays miseront sur les lasers à haute puissance comme contre-mesure. L'utilisation de lasers puissants contre les missiles existe depuis longtemps, mais d'importants progrès ont été faits ces 15 dernières années, rendant plausible leur efficacité contre les missiles hypersoniques. Nous avons déjà parlé de ce sujet sur Megaproject il y a quelques mois. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo après celle-ci. Essentiellement, un laser à haute puissance pourrait aveugler efficacement le système de navigation du missile et le faire dévier de sa trajectoire. De plus, il pourrait affecter le flux d'air autour du corps du missile, en le chauffant, ce qui pourrait à son tour influencer la vitesse et la maniabilité du missile. Le spoofing pourrait aussi devenir une stratégie clé contre les missiles hypersoniques. Les forces armées peuvent manipuler les systèmes de navigation par satellite pour détourner un missile en lui transmettant de fausses données. Dans cette optique, il est probable que les défenses cybernétiques prennent le relais dans ce domaine car elles ont de meilleures chances de contrer le missile que la force physique. Les missiles hypersoniques allant très vite, la défense a peu de temps pour réagir, à peine quelques minutes, tandis qu'une cyberattaque ciblée pourrait dévier ou détruire le missile en toute sécurité plus vite qu'une arme de défense physique. Mais l'outil le plus efficace contre les missiles hypersoniques n'est pas encore en service.
Northrop Grumman développe actuellement la prochaine génération de satellites infrarouges persistants en orbite polaire, ce qui est un nom très compliqué, et qui, essentiellement, surveillera l'ensemble des États-Unis. Ce serait le seul système de surveillance réellement efficace capable de détecter et de localiser avec précision les missiles hypersoniques. Ensuite, l'Aegis SPD serait activé. Le terminal Aegis Seabase, utilisant les missiles SM-6, est la seule défense active disponible aujourd'hui pour contrer les menaces de missiles hypersoniques, et cela selon le général de l'armée de l'air Glenn D. Van Herk, le commandant du commandement Nord des États-Unis et du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. En même temps, Raytheon Technologies et Northrop Grumman développent des armes dédiées anti-missiles hypersoniques qui seront intégrées à l'Aegis. Mais la revue de conception n'est prévue qu'en 2027, donc il est peu probable que nous voyions ces contre-mesures être introduites avant 2030. La vérité, c'est que, à part des réseaux improvisés, il n'existe actuellement aucune véritable défense dédiée contre les missiles hypersoniques, car elles sont toutes encore en cours de développement. Beaucoup de désinformations circulent sur les missiles hypersoniques soi-disant abattus, mais cela est faux. En mai 2023, Kiev a annoncé avoir abattu des missiles hypersoniques lancés lors d'une attaque de missiles plus large contre la capitale ukrainienne. Plus précisément, Kiev a affirmé avoir abattu 6 missiles Kinjal russes qui peuvent être lancés à plus de 1000 km de distance et sont capables d'atteindre Mach 10. Le Kinjal n'est pas un missile hypersonique, il vole juste à des vitesses hypersoniques. Cela reste un missile balistique ordinaire, et la prévisibilité de sa trajectoire ainsi que son manque d'agilité en vol signifient qu'il ne peut pas être classé dans la catégorie des missiles hypersoniques. Donc après avoir appris comment il a été conçu et comment il fonctionne, du moins en théorie, la question demeure: comment le missile Mako s'intègre-t-il dans toute l'histoire des missiles hypersoniques? C'est une histoire dans laquelle nous semblons seulement entrer maintenant. Le Mako est d'abord une arme économique. Nous en avons aussi parlé en évoquant le Flamingo de l'Ukraine. Votre arme n'a pas besoin d'être la plus avancée technologiquement, la plus rapide ou la plus destructrice pour remporter un engagement. Elle doit simplement être moins chère que les moyens de dissuasion ou de défense, et dans le cas du Mako, ce sera très probablement le cas. Les armes hypersoniques sont souvent chères, mais le missile Mako est abordable, si bien que Lockheed Martin le voit comme une solution hypersonique à bas coût. Certes, il ne se lance pas depuis votre silo et nécessite un plan de vol de chasseur furtif, mais une fois lancé, il accomplit la mission aussi bien que les missiles plus grands et plus chers. Il sera tout aussi difficile à intercepter en raison de sa vitesse, et grâce à sa petite taille, petite par rapport aux missiles hypersoniques, il sera même encore plus maniable que les modèles plus grands. Ajoutez à cela la capacité d'un F-35 à déployer non pas un, mais 6 missiles Mako lors d'un seul engagement, et vous pouvez facilement neutraliser les défenses radars d'un petit pays ou raser une petite base militaire, le tout en une seule frappe et à un coût relativement bas. Ce petit créneau d'équilibre économique et d'applicabilité réelle, c'est ce que vise le Mako. Et c'est exactement ce que Lockheed Martin recherchait lorsqu'ils ont présenté le missile à l'US Air Force, à la Navy, ainsi qu'aux représentants britanniques et australiens. Il faut franchir quelques étapes supplémentaires pour déployer le Mako en toute sécurité, mais il est bien plus abordable que les missiles hypersoniques et presque aussi destructeurs. Le Mako serait donc réservé aux cibles de très grande valeur, autrefois protégées par les meilleures défenses anti-aériennes, car rares sont les bases capables d'en arrêter un, voire plusieurs missiles Mako. Un monde hypersonique. L'intérêt pour le Mako s'explique par le développement d'armes hypersoniques aux États-Unis, en Russie et en Chine, dont les discussions se sont intensifiées ces 2 dernières années. La question demeure cependant: pourquoi l'hypersonique fait-il autant de bruit maintenant? Eh bien, c'est parce que les avancées technologiques réalisées dans cette direction depuis le début du siècle ont été si importantes. Les superpuissances militaires mondiales, les États-Unis, la Chine et la Russie, disposent toutes de plans très détaillés et plus ou moins parfaits pour des missiles hypersoniques, avec les États-Unis qui mènent largement la marche. Cependant, ce n'est que la moitié de l'histoire, car d'autres pays possèdent également ces plans. Mais les 3 principaux acteurs géopolitiques peuvent transformer des prototypes de missiles en production de masse et poursuivre leur développement à partir des modèles existants. Selon un rapport sur les armes hypersoniques, mis à jour pour la dernière fois par le service de recherche du Congrès en 2023, la Russie et la Chine avançaient à un rythme modéré dans le développement des missiles hypersoniques dans les années 80 et 90, mais ont intensifié leur recherche et développement en réponse au retrait des États-Unis du traité anti-missiles balistiques en 2001. Vladimir Poutine a déclaré « Les États-Unis augmentent sans contrôle le nombre de missiles antibalistiques et en améliorent sur la qualité et craignent de nouvelles zones de lancement.
Si nous ne faisons rien, cela entraînera finalement la dévaluation complète du potentiel nucléaire de la Russie, ce qui signifie que tous nos missiles pourraient simplement être interceptés. » Fin de citation. Poutine a aussi évoqué publiquement les armes hypersoniques, les qualifiant de super-armes, et la doctrine militaire russe les considère presque au même niveau que les missiles nucléaires. Il n'est donc pas étonnant qu'ils passent de nombreuses heures à améliorer leur capacité hypersonique. La Chine raisonne de même. Il redoute que les États-Unis lancent une frappe préventive de décapitation contre l'arsenal nucléaire chinois et son infrastructure. RAND, organisation mondiale à but non lucratif fournissant des informations aux dirigeants avant les décisions clés, a publié un rapport l'affirmant. Seuls 3 pays, les États-Unis, la Russie et la Chine, disposent de capacités hypersoniques. Un accord de non-prolifération doit être trouvé avant que cette technologie ne se répande. Dans le rapport, ils écrivent « Il resterait moins d'une décennie pour entraver la prolifération des missiles hypersoniques et technologies associées. » Le rapport, publié en 2017, avait raison sur la propagation de la technologie en moins d'une décennie. Aucun accord n'a été conclu depuis et des dizaines de pays, parfois instables ou agressifs, développent désormais leurs propres missiles hypersoniques. La Corée du Nord prétend avoir des missiles hypersoniques, mais les informations venant de là-bas sont peu fiables, ce que confirment les données actuelles. Pyongyang possède 4 modèles différents de missiles hypersoniques, mais en réalité ce sont tous des planeurs hypersoniques. Les planeurs hypersoniques sont des ogives fixées à des missiles balistiques qui modifient leur trajectoire en vol, les rendant plus difficiles à détecter et intercepter. Ces modèles ressemblent beaucoup aux missiles hypersoniques, mais n'en sont pas vraiment. Le nombre de missiles hypersoniques nord-coréens est inconnu, leurs capacités de R et D sont limitées, et on ignore si le complexe militaro-industriel peut augmenter la production. L'Inde conçoit actuellement des missiles hypersoniques. On peut en dire autant pour le Japon avec le projectile planant à hypervélocité dont l'entrée en service est projetée, sans mauvais jeu de mots, en 2026 et le missile de croisière hypersonique qui n'entrera pas en service avant 2026. La France conçoit des missiles hypersoniques, aucun encore en service. La Corée du Sud a réagi aux avancées supposées de la Corée du Nord avec ses propres modèles pouvant dépasser Mach 6, mais l'état d'avancement du projet reste inconnu. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Brésil et d'autres ont tous bien avancé dans la phase de conception, et on s'attend généralement à ce qu'ils aient tous des missiles hypersoniques en phase de test vers 2030. Cela pourrait arriver plutôt au Royaume-Uni et en Australie, qui collaborent étroitement avec les États-Unis. Le message est clair, hormis les 3 principaux producteurs d'armement qui les développent souvent le plus vite, d'autres grandes puissances militaires suivent aussi ce modèle. Avec la puissance de production des États-Unis, de la Russie et de la Chine, ils devraient renforcer la recherche et le développement dans ce domaine. En moins de 20 ans, d'autres puissances que les 3 grands auront sans doute des missiles hypersoniques. Cela signifie que nous verrons probablement le développement de nouveaux missiles similaires au Mako, moins chers et moins puissants, mais néanmoins capables, qui pourront être produits en masse sans trop peser sur le budget de l'État. Cette option pourrait être particulièrement attrayante pour les pays qui n'ont pas beaucoup de marge financière en matière de dépenses militaires, mais qui cherchent tout de même à se doter d'une arme véritablement dangereuse. Dans ces environnements, des armes raisonnables et abordables comme le Mako connaissent un grand succès. Merci d'avoir regardé.